content de vous recevoir ce soir pour cette première édition de 2 à propos de la programmation avec iPad, là, spécifiquement Swift Playground, comment programmer une application, comment en concevoir une. Comme je disais, on va explorer plusieurs choses, dont cette activité-là spécifiquement qui s'appelle Fièrement moi, mais on va aussi découvrir d'autres ressources là, gratuites qui sont disponibles chez Apple pour la programmation avec l'iPad. Je vais partir mon partage d'écran. Et voilà. Ça, c'est là. Je vous ai perdu. Vous êtes ici. Fait que tout au long de la formation, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre, ouvrir vos micros, me parler. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire dans le chat. J'ai le chat ouvert aussi devant moi. Fait que ça me fait plaisir de répondre et d'arrêter. Puis si jamais je n'ai pas la réponse, je vais vous dire que je ne le sais pas. Puis je vais essayer de trouver la réponse entre-temps pour pouvoir vous répondre. Donc, ce soir, initier sa classe à la conception d'applications avec Swift Playground 4. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est la thématique d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, moi, mon nom, c'est Jason. Je suis conseiller pédagogique à l'école branchée depuis le mois d'août 2021. Avant ça, j'ai enseigné pendant presque 3 ans. Je triche dans la présentation, mais pendant presque 3 ans au primaire, en 3 et 4, en 3e année et en première année. J'ai quitté l'enseignement en janvier 2021. Je suis allé explorer autre chose en conception de formation. Puis finalement, l'éducation m'a rappelé à revenir. Ça me manquait trop de parler pédagogie, spécifiquement primaire, secondaire. Donc, je suis revenu. Je suis un passionné de la techno. Je l'utilisais beaucoup dans ma classe, aussi la pédagogie par atelier. Je suis aussi le fier papa de Zola, qui est un golden noodle, qui risque de japper pendant la présentation si quelqu'un cogne ou si on entend un bruit. Elle est couchée par terre à côté, puis elle ne fait pas de son, mais ça se peut qu'elle jappe. Et j'ai aussi un chat qui s'appelle Coconut qui va très certainement sauter dans la caméra à un certain point puis me déranger. J'ai beau faire ce que je veux avec, d'essayer de le ranger dans une pièce, c'est pire. Fait que j'aime mieux qu'il saute, puis au pire, il va dire allô. Avant même de commencer le cœur du sujet, moi, je veux savoir c'est quoi vos attentes ce soir. Puis pour y arriver, on va évidemment utiliser un outil technologique. Donc, je vous amène ici sur WooClap. Fait que vous pouvez numériser le code QR à la gauche avec votre appareil photo de votre iPad ou de votre téléphone ou rentrer le lien ici dans votre navigateur sur ordinateur pour accéder au questionnaire interactif WooClap. Là, ça va vous dire de patienter, la question n'est pas encore affichée, c'est normal. D'ailleurs, WooClap, j'en fais beaucoup la promotion à tout le monde à qui je le présente. C'est un outil gratuit pour les enseignants. On accède à la version complète gratuitement pour le moment, parce qu'on sait que toute bonne chose gratuite en éducation finit par être payante. Mais pour le moment, ce n'est pas dans leurs intentions. Puis, j'ai utilisé avec des élèves cette semaine quand j'animais, puis ça a super bien été. J'utilise toujours avec les profs. C'est une belle façon, là, en personne ou à distance, de rendre ça plus interactif. Fait que là, je vois que j'ai 9 personnes de connectées, en tout cas 9 appareils. Donc, première question, c'est quoi vos attentes aujourd'hui? Fait que ça peut être absolument rien, comme ça peut être quelque chose de très spécifique. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Puis, fait que je vais essayer de rentrer ça. Pour avoir une idée un peu là, ce soir, à qui j'ai affaire. Puis des fois, si ça ne fonctionne pas WooClap, des fois, ça bug. Fais juste rafraîchir la page, puis ça va revenir à la bonne place. Découvrir une nouvelle façon de travailler la programmation avec les élèves, curiosité, auto-formation, enrichir mes connaissances dans le domaine de la, j'imagine, programmation. Et voilà. Découvrir l'application Swift Playground plus en détail. Repartir avec une meilleure idée de ce qu'est Swift et en apprendre plus sur les applications d'éducation d'Apple. D'ailleurs, je vais en profiter pour... Je ne pense pas que j'ai personne d'Apple ici ce soir. Des fois, ils viennent nous regarder. Mais d'ailleurs, École Branchée, on est fiers de dire qu'on est une de 3 entreprises sélectionnées au Canada pour être des APLP, Apple Professional Learning Provider. On est la seule aussi francophone au pays. Dans le fond, on est un partenaire officiel d'Apple pour donner des formations en lien avec les contenus iPad, Mac, tout ça. Puis c'est grâce à eux d'ailleurs que cette semaine, j'ai pu aller animer dans des écoles, que je puisse donner des formations ce soir gratuitement pour vous et demain matin. On est bien content de ça, d'être officiellement avec eux. Là. Puis je pense que c'est peut-être ce soir ou demain qu'ils vont peut-être se joindre à un moment donné pour voir ce qu'on fait. Première question, avez-vous déjà enseigné ça, la programmation, dans vos classes? Est-ce que vous avez déjà eu à faire des activités de programmation? Oui, non. Peu importe que ce soit avec Swift, Scratch, les d'autres langages de programmation plus complexes. Faire de la robotique aussi, à un certain point, ça se rapproche parce qu'on programme les robots. Donc,
4 oui, 1 non. C'est bien parfait. Et la dernière question pour le moment. Lorsqu'on pense à la programmation, quel mot vient en tête? En un mot, qu'est-ce qui vient en tête spontanément quand on pense programmation? Ça peut être plus qu'un mot, mais un mot à la fois, rentrez-le. Créativité, précision, Scratch, équipement. On a la chance au Québec d'avoir eu le plan d'action numérique et de l'avoir encore pour acheter beaucoup de matériel dans les écoles. On est vers sa fin, on espère qu'il va être prolongé, ou en tout cas qu'il va y avoir une nouvelle phase de ça. Robot, diversité, code. Tous des mots que j'aime voir ici. Magnifique. Excellent. Donc, je reviens à la présentation. On va repartager de nouveau ici, ça. Good. Ça donne une idée vers quoi on s'enligne, puis la formation de ce soir devrait répondre pas mal à vos attentes. Sinon, bon, on va revenir à la fin, puis on va reparler de ça. Donc, chez Apple, chez l'École branchée, quand je parle avec du monde qui sont très passionnés par la technologie en éducation, tout le monde a le même message ou presque une variation de ce message-là, mais on pense certainement que chaque élève, comme c'est écrit, chaque élève devrait avoir la possibilité de créer quelque chose qui peut changer le monde. Là, le monde, ça a l'air gros. Okay? Le monde, c'est énorme. Quand j'en parle en classe, quand j'en parle à d'autres profs, le monde peut être aussi gros que toute la planète et aussi petit que ce qui se passe dans ton environnement de classe ou spécifiquement pour toi-même. Il y a toujours un problème à régler, puis on pense que chaque élève devrait être capable de régler ce problème-là. On parle spécifiquement grâce au code, mais chaque élève, j'entends le chat s'en venir, il a ouvert la porte, chaque élève devrait être capable de changer le monde. Par exemple, avant Noël, en décembre, si je ne me trompe pas, j'ai été animé dans 2 classes de premier cycle des activités de programmation sans programmation, de conception d'application. Puis les élèves, leur problème à eux, qui allaient changer le monde, c'était que dans cette école-là, on a des laits écoles le matin. Okay? Les élèves pouvaient descendre en bas, chercher un lait, le boire, mais on ne savait jamais s'il allait en avoir rendu en bas au frigo. C'était souvent un problème que l'élève responsable descendait en bas, il n'y avait plus de lait dans le frigo, remontait en haut, le bac vide, et là, on ne savait pas trop quoi faire. Donc ça, c'est un gros problème à l'école pour eux autres. C'est un problème majeur. Donc, on a conçu une application fictive, on ne s'est jamais rendu jusqu'au bout de la conception, mais on a créé les schémas, les prototypes, tout ça. Une application qui permettait de, 1, enregistrer qui voulait un lait, 2, comment ça fonctionnait cette application-là, tenir l'inventaire des laits. S'il n'y en avait plus en bas, ça envoie une notification sur notre téléphone disant comme descends pas en bas, il n'y en a pas. Puis, quand il n'y en avait pas, d'envoyer un message automatiquement à la secrétaire d'école pour lui dire commande du lait de nouveau, il n'y en a plus dans le frigo. Donc, leur problème, c'était ça. Puis, en concevant l'application tout le monde ensemble, bon, on avait réglé le problème ici qui allait changer le monde de la classe, de l'école. Peut-être qu'il y a d'autres écoles qui vivaient le même problème. Puis, grâce au code, mais pour nous, la programmation, c'est, pour beaucoup de monde, la programmation, c'est le futur. Ça fait faire partie de notre vie, qu'on programme directement ou pas. On prend pour acquis souvent la programmation, il y en a partout. Juste en ce moment, pour que ça fonctionne, j'ai mon iPad qui dépend du code, j'ai mon écran devant moi, j'ai mon deuxième écran, j'ai mon téléphone qui, grâce au code, fonctionne. Dans les écoles, les intercoms sont de plus en plus intelligents. Grâce à ça, grâce à la programmation, ça fonctionne. Quand on rentre dans une classe, des fois, les lumières allument automatiquement. Il y a un code derrière ça pour que ça fonctionne. Donc, sans qu'on le sache, ça fait partie de notre vie partout. On n'a pas besoin de savoir à coder, mais ça fait partie de notre vie. Ça fait encore plus partie de notre vie qu'on le pense. Dans les images ici, c'est des images que Apple est allé rencontrer des gens pour parler de la programmation dans leur vie. Puis je vais attirer votre attention sur 3 images spécifiquement. La première image ici en haut à droite, où il y a un homme là, qui manipule une télé avec des souliers autour de lui. Ça, c'est une image qui a été prise dans un magasin Aldo, qui vend des chaussures ici, là, un peu partout au Québec. Chez les chaussures Aldo, cet écran-là, il y a du code derrière pour permettre à l'homme de manipuler les souliers, regarder le catalogue. En bas ici, la femme et l'homme qui sont ensemble avec un iPad dans les mains. Ça aussi, ça a été pris dans la région de Montréal. Dans le fond, ça, c'est avec la Banque du développement du Canada qui supporte des entreprises. Ici, il y avait, je pense, un projet d'expansion de l'usine. Puis la femme, grâce au iPad, pouvait voir en réalité augmentée ce qui allait être comme agrandissement, rénovation. Derrière ça, il y a du code qui permet de simuler, montrer ce à quoi les rénovations vont avoir l'air. Au milieu, ici, c'est la caisse d'une boutique Frank & Oak, défunt Frank & Oak. Il n'y a plus vraiment de boutique de ça, si je ne me trompe plus. Mais quand les boutiques fonctionnaient, leur caisse, c'était des iPads.
Fait que pour que ça fonctionne, il y a du code derrière ça pour que la caisse puisse faire les transactions. Parce qu'il y a plein d'autres exemples partout au Canada. Là. Si je regarde dans l'Ouest canadien, en Alberta, pour les pipelines puis le pétrole, même chose, ils pouvaient contrôler le système grâce au iPad. Il y avait du code derrière ça. Il y a quelqu'un qui a dû s'asseoir puis inventer le code. Donc, sans qu'on le sache, ça fait partie de notre vie. Puis, les emplois d'aujourd'hui et les futurs emplois reflètent beaucoup ça, l'arrivée du code, la programmation dans nos vies. Je disais aux élèves cette semaine que probablement que le travail qu'ils vont faire plus tard n'existe pas encore, mais va finir par être créé grâce à la programmation. Fait que plus tôt on est exposé au code, à la programmation, meilleures sont tes chances de mieux réagir au marché du travail puis d'avoir accès à des emplois qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Je pense à blogueur. En dehors de ma vie chez École branchée, j'ai un blog. Grâce à pas nécessairement mes capacités de programmation, mais je comprends que mon site fonctionne parce qu'il y a du code derrière, puis je peux aller débugger certaines choses quand ça ne fonctionne pas. Gérer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce à des applications qui ont du code derrière. J'ai expliqué aux élèves cette semaine que mon travail en ce moment que je fais chez École branchée, quand j'étais en 6e année, n'existait pas. Oui, il y avait des conseillers pédagogiques, mais il n'y avait pas de conseillers pédagogiques qui, en pédago numérique ou en technopédagogie, il y en avait quelques-uns, ça commençait, mais pas qui donnaient des formations à distance comme que je fais en ce moment grâce à un outil de vidéoconférence ou qui donnaient des ateliers de formation sur l'iPad. Ça n'existait pas en 2005 quand j'étais en 6e année. Donc, moi aussi, mon emploi n'existait pas quand j'étais au primaire. Puis, il y a plein de compétences qui viennent avec ça. Plein de compétences qui sont recherchées. Là, on parle de leadership, d'apprentissage actif, la programmation, l'intelligence émotionnelle. C'est très populaire ces temps-ci comme mots-clics, comme keywords sur Internet. Analyse de système, résolution de problèmes complexes. La programmation, c'est que de la résolution de problèmes en continu. Encore une fois, c'est avec les élèves. Ils étaient confrontés à un problème. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'ils ne trouvaient pas la solution tout de suite. Il fallait qu'ils fassent des essais, des erreurs, qu'ils débuguent, qu'ils modifient leur code. Donc, tout ça, spécifiquement programmation, oui, mais c'est aussi des compétences qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours dans autre chose. La résolution de problèmes, le leadership, tout ça, sont toutes des compétences qu'on a besoin. Mais ce n'est pas juste une question d'emploi non plus. Comme je dis, c'est des compétences qui sont essentielles dans la vie pour bien fonctionner et réussir dans peu importe ce qu'on entreprend. Plus spécifiquement, ici au Québec, on a des liens très précis qui se précisent aussi de plus en plus avec le cadre de référence de la compétence numérique. On n'a pas entendu beaucoup parler, mais ça existe depuis le lancement du plan d'action numérique en 2018. Puis là, ça commence à être un message qui ressort de plus en plus. Là, on a acheté l'équipement, mais là, il faut l'utiliser, cet équipement-là qu'on a dans les écoles. Le cadre de référence de la compétence informatique, le cadre de référence de la compétence numérique existe. C'est 12 compétences qui sont comme complémentaires au programme de formation qui date de 2001 quand même, on va se le dire. Ça fait un bout. Récemment, je l'ai rouvert là, pour le plaisir d'aller voir le programme, les différentes connaissances qu'ils ont dedans puis les choses à apprendre. Là-dedans, il y a toujours des liens avec l'informatique. Mais là, ça commence à dater. En 2001, là, l'informatique, il n'y avait pas Internet haute vitesse encore vraiment, puis on ne faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Le cadre de la référence, la compétence numérique vient complémenter maintenant le programme. Puis ce soir, spécifiquement, on parle surtout de la compétence 10 qui est résolution de problèmes. En programmation, on fait beaucoup de ça. On a beaucoup d'exploiter le numérique, qui est la compétence 3, qui est, je pense que je ne me trompe pas, c'est ici au centre. Puis, on a beaucoup la collaboration. À la compétence 5, ici, collaborer, on va collaborer pour débugger, trouver une solution à notre code, trouver une solution à nos problèmes avec la programmation. Puis tout ça, au sein du programme de formation, il y a des liens à faire avec la programmation, avec le français en lecture. On va lire pour savoir quoi faire. On peut lire des textes explicatifs sur la programmation, sur le code. En mathématiques, la résolution de problèmes, à la compétence 1, résoudre des problèmes. On ne fait pas nécessairement de la mathématique, mais toute la démarche de résolution de problèmes est là quand même derrière quand on va faire de la programmation. En français, même en écriture, on pourrait écrire une histoire du petit bonhomme dans Swift Playgrounds qu'on va voir tantôt. On pourrait écrire un guide sur comment bien utiliser l'iPad, comment programmer. Il y a des liens à pu finir là, avec le programme de formation. Des fois, on pense que la programmation, le coding, c'est comme quelque chose à part qui fonctionne en parallèle, mais il y a des liens concrets à faire avec le programme en tout temps. Au final, la limite, c'est notre imagination pédagogique que je dis. C'est nous autres mêmes qui mettons nos limites pour faire des liens avec le programme. Ils ne sont pas toujours évidents à faire, mais ils sont là pareil. Donc, ça, c'est le cas de la référence à la compétence numérique. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans le Padlet aussi après, là, si vous voulez consulter l'information sur ça. Il y a plein de documents, des affiches,
Ils vont détailler eux-mêmes chaque compétence, puis ils donnent des exemples de comment ça se traduit dans la vie de tous les jours dans l'école. Je vais le mettre disponible dans le Padlet tantôt. Là, aujourd'hui, on va créer une application. On va partir d'un Canva qui existe, OK? Puis on va aller modifier ça tantôt dans l'iPad. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer. Je ne la montrerai pas au complet, mais c'est pour donner une idée là, de la programmation, le code a un impact jusqu'à quel point dans la vie de tout le monde. Là, je vais refaire mon partage parce que je n'ai pas partagé le son. OK. Donc, ça devrait fonctionner. Je le pars. Hello, world. So, this is the first computer that I coded on. In the beginning, my biggest challenge was not having access to a computer. The first line of code I wrote was bouncing ball. It would bounce around the screen, hit the edges, and then come back again. I think the first one was like a to-do list. It was a to-do list. I remember the first time I did it when it worked, and it was like magical. I can do anything with code. Anything I can think about, I can do it. In Beirut, we experience power outages every day. So let me see if I can just do a simple algorithm that can provide the electricity cutoff time. It shouldn't cost life to give life. What if we compress all these health guidelines into small movies? I'm one person that saw a problem and created a solution to stop or assist a woman in domestic violence. What we wanted, what we needed, didn't exist. So at some point, you just say, okay, well, let's do it ourselves. Let's make an app. Well, when I first start an app, I have to have a plan. We start with that little glimmer, that seed of a new, fresh idea. There's this fear of code, like it's so hard or it's inaccessible, but actually it's not. Someone who doesn't even know code at all, if they really studied some simple Swift code, they would probably be able to understand it. Anything's possible, and it all comes from that first step. Launching the app was a big moment, actually. I told everyone about it. I'm like, download my app, it's on the App Store. I was dancing. I called all my girlfriends that I cried to. It's such a crazy feeling because it's so many emotions, so many wishes, so many dreams. Donc, c'est une vidéo qu'Apple a produite pour parler de la programmation, mais ça me donne une idée. C'est des vraies personnes qui ont inventé une application puis l'ont rendue disponible sur le App Store éventuellement. La jeune fille qu'on voit avec le T-shirt bleu et son ordinateur, elle était d'âge 6e année, secondaire 1, quand elle a créé sa première application, puis elle l'a mis disponible. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est, on m'en a déjà parlé, là, quelqu'un ne savait pas m'avait mentionné c'est quoi l'application, mais elle a décidé un jour de prendre Swift, de commencer à apprendre ce langage de programmation-là, puis elle a créé une application qu'elle a rendue disponible, puis elle avait 13-14 ans. Souvent, on pense que la programmation, c'est réservé à des adultes, c'est juste des gens formés là-dedans qui peuvent faire de la programmation. Bien ici, la jeune fille, par intérêt, s'est intéressée, a créé une application, l'a rendue disponible sur Internet. Ça m'amène d'ailleurs à parler de Swift. On utilise l'application Swift Playgrounds pour jouer avec le code, mais le code Swift, c'est un vrai langage de programmation qui existe, qui est utilisé par des programmeurs dans le monde pour concevoir des applications. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser Swift Playgrounds, parce qu'on joue avec le vrai langage de programmation. D'autres applications de programmation existent avec d'autres langages. Souvent, on va programmer avec des blocs où ça va être traduit en français. C'est le fun parce que ça nous permet de jouer avec la programmation et d'avoir du plaisir avec ça. L'avantage de Swift, c'est qu'on va utiliser le vrai langage que les programmeurs utilisent. Ils utilisent la langue anglaise, fait que tout le code est en anglais, mais c'est ce langage-là, c'est ces fonctions-là que les gens vont utiliser quand ils programment avec le langage Swift. Fait que souvent, je dis aux élèves, aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle langue. Tu as appris le français, tu as appris l'anglais. Aujourd'hui, on va apprendre la langue Swift. C'est le langage que l'ordinateur comprend, que certains ordinateurs comprennent. Puis cette semaine, il y avait eu une activité d'initiation avant que j'arrive. Puis quand je suis arrivé, c'était leur deuxième fois qu'ils jouaient avec le langage, avec Swift Playgrounds. J'aurais demandé, je disais, alors, à votre deuxième cours d'anglais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bilingue? Ils me disaient non. Je disais, bien, aujourd'hui, même chose. C'est ton deuxième cours de langue Swift. Fait que c'est normal que tu ne comprennes rien, que ce soit difficile. On est en train de l'apprendre. Je vais vous inviter à aller sur le Apple Teacher Learning Center. Je vais mettre le lien dans le chat dans 2 secondes.
pour vous présenter qu'est-ce que c'est. Je vais repartager mon écran. Je vais ici, je mets le lien dans le chat, sinon il est dans le Padlet aussi. Apple Teacher Learning Center, c'est un endroit gratuit que Apple a rendu disponible à tous les enseignants et enseignantes partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour y accéder. Par contre, si vous avez un compte, il y a des petits avantages qui viennent avec ça. Dans le fond, ça utilise votre Apple ID. Là, fait qu'on a tous un ou presque. Dès qu'on a un appareil Apple, on a un Apple ID. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais me loguer aussi. Fait que je vais rentrer dans mon compte. Je ne me rappelle pas ce qu'on passe. On va essayer quelque chose. Non. OK. Donc, quand je rentre dans Apple Teacher Learning Center, c'est un site où il y a plein de ressources gratuites pour les enseignants et enseignantes pour utiliser évidemment les appareils Apple en classe. Mais il y a plein d'auto-formations disponibles. Puis les ressources de ce soir que je vais vous parler sont disponibles sur le site. Quand je vais sur le Apple Teacher Learning Center, puis que je me connecte, ça ressemble à ça. Il y a plusieurs choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est la section développement professionnel. Ici, toute la section compétences de base. Quand je vais dans compétences de base, on peut récolter des badges. Quand j'ai un compte, je peux accumuler des badges qui vont me permettre d'être Apple Teacher, certifié Apple Teacher. Je peux obtenir des badges sur iPad ou sur Mac, ou les deux. Moi, j'ai commencé à faire mes badges iPad, j'ai manqué de temps pour les terminer. Ça vous ramène sur les bases d'utilisation du iPad et les applications qui sont natives à la tablette iPad. Puis même si ça fait des années que je l'utilise et que je connais bien ça, il y a des choses que j'ai apprises là-dedans que je ne savais pas que je pouvais faire avec l'iPad. C'est le fun. Au fur et à mesure qu'on avance, j'accumule des badges. Quand je regarde ici, j'ai commencé à accumuler des badges, puis à la fin, je reçois un beau diplôme disant que je suis Apple Teacher pour iPad, Apple Teacher pour Mac. Autre chose qu'il y a des activités pour s'inspirer pour l'apprentissage à distance. On peut mettre des activités en favoris. Je peux faire une recherche. Mettons, programmation. Ça me donne tous les résultats des ressources dans Apple Teacher par rapport à la programmation. Spécifiquement aujourd'hui, moi, je veux qu'on aille dans la programmation pour tous. Fait que quand on recherche dans Apple Teacher programmation, on va dans la programmation pour tous. Et ça nous amène sur un site qui nous amène aux ressources qu'Apple a inventées, créées pour les élèves et enseignants de la maternelle jusqu'à l'université. Mais quasiment, ils ont des ressources pour tous les âges pour apprendre à coder avec le langage Swift. Donc, la programmation pour tous, c'est le site qui a comme rassemblé toutes les informations, toutes les ressources qu'ils ont. Donc, on peut créer des applications sur iPad avec Swift Playground. Je vais y revenir parce qu'on va télécharger le guide de l'activité de ce soir ensemble. Et il y a différentes ressources sur démarrer la programmation avec les outils iPad. Et il y a différents guides que je vais vous parler tantôt aussi. Okay? Mais comme je vous dis, ça part de la maternelle jusqu'à secondaire, cégep, université. Donc, je reviens en haut de la page dans la programmation pour tous. Et je vais vous amener à ici la section créer des apps sur iPad avec Swift Playground. On va télécharger le guide d'enseignement Fièrement moi ici en PDF. Dans le fond, ça, c'est le guide clé en main que Apple a créé de l'activité qu'on va vivre plus tard ce soir de programmation. Donc, vraiment, ici, c'est un document de 9 pages fait pour les élèves, fait pour vous, avec des pistes pour aller plus loin dans cette activité-là. Là, en ce moment, ça a l'air un peu abstrait quand je vous parle de ça. On va mieux comprendre tantôt quand on va rentrer dans Swift. Mais je vous invite à le télécharger. Vous allez pouvoir l'avoir si vous voulez l'essayer chez vous après ce soir, après le Créacan découverte. Donc, c'est là. Je l'ai déjà, mais je vais le retélécharger de nouveau parce qu'on n'en a jamais assez. Donc, tout ça est là. L'Apple Teacher Learning Center, je vous encourage à vous créer un compte, à être dedans. Les ressources sont là. On peut aussi soumettre notre application pour devenir un ADE, un Apple Distinguished Educator. Ça, c'est des enseignants partout dans le monde qui sont sélectionnés par Apple parce qu'ils se démarquent par rapport à l'utilisation des technologies en classe. Technologie Apple, évidemment, mais ils se démarquent avec les technologies en classe. Puis là, tu as accès à des congrès spéciaux, tu peux donner des formations. On en a quelques-uns au Québec là, qui sont nommés ADE. Puis, c'est vraiment une belle reconnaissance à avoir. Le chemin pour aller télécharger le document, quand je suis dans l'accueil, il y a la loupe en haut à droite.
je vais rechercher programmation. Puis je vais dans programmation pour tous, qui est le rectangle orange, c'est l'image. Dès que la page ouvre, quand je défile, la première section s'appelle Créer des apps sur iPad avec Swift Playgrounds. Il est là le guide en PDF qu'on peut télécharger. Puis si vous avez besoin d'anglais, si vous mettez votre Apple Teacher en anglais, le document existe en anglais, puis dans plein d'autres langues. Je reviens au Keynote. Donc ça, c'est Apple Teacher Learning Center. Moi, j'adore cette plateforme-là. Puis ça, justement, c'est le guide là, dont je vous parlais qu'on a été téléchargé. À savoir, pour pouvoir faire les playgrounds qu'on va faire ce soir, si je ne me trompe pas, c'est peut-être déjà écrit dans la description, sinon je le dis, on a besoin d'avoir un iPad mis à jour, minimum iPadOS 15.2. Fait que s'il est mis à jour la dernière version, vous êtes correct. La dernière version de Swift Playgrounds, qui est 4.0 ou plus, là, ils seront à 4.0.2. Puis, ce qui est important de savoir, c'est un iPad de 6e génération ou plus qui va fonctionner. Je vais vous montrer comment aller vérifier ça dans vos appareils dans quelques secondes. Mon présentation est là. Donc, Swift. Comme j'ai dit, on a besoin de la dernière version de Swift. Je vais vous montrer où aller vérifier tout ça dans quelques secondes. Là, avant qu'on continue, c'est normal si vous vous sentez dépassé, si vous sentez que c'est difficile, c'est une initiation vraiment très rapide à la programmation avec le langage Swift ce soir. À la fin, je vais vous présenter d'autres pistes pour commencer avec ces outils-là. Puis après ça, monter en difficulté vers ce qu'on va faire ce soir. Mais je voulais faire vivre quand même le niveau plus difficile, le plus crunchy ensemble. On va le faire une étape à la fois. Mais si les élèves de 6e année cette semaine ont réussi à le faire, j'ai confiance que vous soyez capables de le faire là, ce soir. Fait que sur mon iPad, je suis ici pour vérifier si on a toutes les dernières mises à jour. Dans Réglages, OK. Quand j'ouvre ça, puis je m'assure que je suis dans Général. Je vais dans Information. Je peux voir jusqu'à quelle version du logiciel. 15.2 minimum. Puis la génération d'iPad apparaît en bas, il faut que ce soit 6e et plus. Okay? Si on est des iPads réguliers de base, là. Sinon, tout ce qui est les derniers iPad Air, choses comme ça, ça devrait fonctionner, c'est compatible aussi. iPad Pro, c'est compatible. Mais si on a un iPad régulier, là, à partir de la 6e génération et plus, ça fonctionne. 15.2 et plus. Puis dans les applications, dans Swift, on va descendre dans le menu. Playgrounds, il est là. Quand je l'ouvre, ça me dit je suis à quelle version? 4.0 et plus. Si tu es à 4.0.2 comme moi, ça fonctionne. Tant qu'on a 4.0 et plus, parce que c'est à partir de 4.0 que là, les nouveaux playgrounds ont sorti puis qu'on a les différentes possibilités de création d'applications sur iPad. Sinon, en allant dans le App Store, en faisant la mise à jour, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, on va aller dans Swift Playgrounds qui ressemble à un petit oiseau orange sur fond blanc. Et ça va vous ouvrir quelque chose qui ressemble à ça. Là, moi, j'en ai plein d'ouverts parce que j'ai animé cette semaine et j'ai comme 1000 versions des mêmes Playgrounds. Mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça se peut que vous n'ayez rien en ce moment. Dans le fond, l'application Swift Playgrounds utilise le langage Swift. Puis il y a différents playgrounds. Donc, les playgrounds, c'est toutes les applications, pas applications, mais les différents projets que je peux ouvrir à l'intérieur de l'application. On va aller dans Tout afficher, en bas à droite. Ça va vous montrer tous les playgrounds qu'on peut télécharger. Puis on va aller ouvrir, obtenir celui-ci, à propos de moi. Donc, on va appuyer sur Obtenir. Puis il va se télécharger automatiquement dans mon endroit d'accueil de ce Playgrounds. Fait que je vais laisser le télécharger pour qu'on puisse le faire ensemble. Fait que je répète, en bas à droite, tout affiché. Puis on appuie sur Obtenir à côté de À propos de moi. C'est celui qu'on va faire ce soir. Mais il y en a tout plein d'autres qui existent. Là, créateur de mimes, sismographe. Je pourrais faire un appareil photo. Je pourrais faire un jeu de roche, papier, ciseaux. Il y en a tout plein qui existent depuis 4.0. Mais nous autres, ce soir, on s'intéresse à propos de moi. Puis les autres en haut, je vais en parler à la fin de la formation. Une fois à propos de moi ouvert, téléchargé, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire moi rapidement là, un jour de semaine ici pendant que je préparais la formation. J'ai ouvert un ancien que j'avais fait.
Quand on ouvre un playground de conception d'application, ça ressemble à ça. À gauche, on a le code. À droite, on a l'aperçu de l'application. Puis, dans le fond, les modifications que je fais se font en temps réel. Moi, rapidement, par plaisir ici, j'ai commencé à modifier l'application en mettant un titre, ma photo, modifier les différents onglets en bas. Dans le fond, ce playground-là, c'est pour concevoir une application, pour se présenter. Puis à la fin, si ça m'intéressait, je pourrais le mettre sur l'App Store, puis vous pourrez télécharger l'application à propos de M. Jason, par exemple. Mais je reviens à celui qu'on vient de télécharger. Fait qu'on va ouvrir celui qu'on a téléchargé ensemble. Quand on l'ouvre, ça devrait ressembler à quelque chose du genre. Le canevas de base à droite, le code à gauche. Si vous utilisez un iPad géré par l'école, OK? Il y a une distinction à faire entre iPad personnel et iPad géré par l'école, géré par un système central là, où toutes les applications sont poussées par un système de gestion. En ce moment, ils ont des petits bugs avec les iPads gérés par système central. Hier, justement, dans l'école où j'étais, on a eu un bug, ça ne fonctionnait pas au complet, mais Apple travaille dessus. Moi, je les ai notifiés, j'ai dit « Hey, oh, il y a un problème en ce moment avec l'iPad géré par MDM, je ne sais pas comment on appelle. » Fait que sachez qu'en ce moment, les iPads gérés par système central, il y a des petits bugs, mais lundi, ça fonctionnait dans l'école où j'étais. Hier, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est très variable, mais les iPads personnels, ça fonctionne tout le temps. Dans l'activité à propos de moi, on est guidé. Okay? À fur et à mesure qu'on avance, on est guidé, mais on n'est pas tenu par la main. On peut faire des erreurs rapidement, puis ça peut bugger à n'importe quel moment. Je vais appuyer sur « En savoir plus ». Là, vous voyez, à droite, ça a remplacé mon aperçu d'écran par les instructions de ce playground-là à propos de moi. Ça me dit « Bienvenue dans l'app à propos de moi ». Dans cette présentation, ça prendra les principes de base de l'utilisation de Swift UI, qui est le langage de programmation, pour afficher des informations sur plusieurs tabulations dans les onglets en bas. On peut modifier l'ensemble des données, on peut faire ce qu'on veut avec. Et quand je déroule vers le bas, je peux appuyer sur « Commencer les explications » ou je pourrais choisir quelle présentation je voudrais voir, mais on va les faire dans l'ordre. Okay? On ne les fera pas toutes au complet, on va en faire une partie. Donc, je vais commencer les explications. Et là, ça me guide. Quand j'ai des explications en haut, ça va mettre en bleu ce dont ça parle. Là, ça a l'air très intimidant parce que c'est vraiment le code pur et dur qui est là. Moi, la première fois que j'ai ouvert ça, je capotais un peu. Je me suis dit, oh mon Dieu, si je touche quelque chose, ça va exploser. Dans le pire des cas, on le ferme, on télécharge un nouveau. On peut les télécharger à l'infini, okay, des playgrounds pour s'amuser dedans. Donc, c'est ce que ça me dit, c'est que je suis dans la vue Content View. Quand j'explique aux élèves, quand je conçois une application, c'est comme si j'ai plusieurs tiroirs. Puis dans chaque tiroir, je mets de l'information, je le ferme, puis je dis à l'application où aller chercher l'information à afficher. OK? Fait que ici, ben, j'ai le tiroir Content View. Fait que ça, c'est la vue d'accueil de l'application. Je fais suivant. Et ça me dit que c'est le corps pour créer l'interface. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, ce code-là. Ce n'est pas important. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce que je peux aller modifier dedans. Je peux tout modifier, mais ça va créer des erreurs à fur et à mesure que je modifie des affaires qui n'ont pas rapport. Bon, à savoir aussi, à fur et à mesure qu'il y a des instructions, tout ce qui est en bleu, je peux appuyer dessus, puis ça va me donner des instructions plus détaillées ou une définition de ce que ça veut dire là, plus précisément. Ça me l'a sorti en anglais parce que je pense que mon iPad est en anglais en ce moment. J'avais mis en anglais récemment. Mais sachez que tous les mots en bleu, quand on appuie dessus, ça donne des définitions, ça donne des instructions plus précises aussi. Et ici, ce que ça me dit, c'est que c'est le Tab View. Puis tout ce qui est ici, c'est les différents onglets de mon application qui sont là. Donc, Home, Story, Favorites, Fun Facts. Je peux créer un nouvel onglet si je viens de mon application. J'ai essayé l'autre jour, j'ai un peu de misère, mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu écris du code. S'il y a une erreur, Swift va faire apparaître un petit rond rouge, va dire qu'il y a une erreur sur cette ligne de code-là. Quand tu appuies dessus, ça te dit c'est quoi l'erreur. C'est pas toujours clair qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose en ce moment là-dedans qui ne fonctionne pas. Moi, ce que je fais par résolution de problème, je compare avec le code similaire autour, je vois qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis j'essaie de le corriger. Là, ensemble, on va aller modifier les onglets. Vous pouvez fermer les instructions. Là. On va modifier le nom des onglets. Là, ici, j'ai mes différents onglets, Home View, Story View, Favorites View, Fun. Oh, j'ai fermé mon partage d'écran. J'ai accroché mon clavier. Classique, moi. On va recommencer le partage. Ici. Non. Là. Oui.
On va ouvrir la chat parce qu'il a disparu. OK. Donc, ben ici, j'ai mon onglet Home. Je pourrais modifier le nom de l'onglet en changeant mon texte parce que le texte est entre les guillemets. Ce qui est en rouge, c'est mon texte. Il va écrire entre guillemets. Fait que je vais changer ça. Je vais enlever mon clavier, je vais appuyer dessus sans arrêt. Je vais changer ça pour, je sais pas moi, accueil. Vous pouvez modifier aussi en même temps. Vous allez voir, le changement se fait en temps réel à droite. Mon onglet s'appelle maintenant accueil en bas. Fait qu'ici, pour l'onglet, l'item d'onglet accueil, j'ai modifié le texte qui est entre les guillemets, puis il s'appelle accueil maintenant en bas à droite. C'est ça qui est le fun avec Swift Playgrounds Cap, à propos de moi et tous les autres playgrounds, c'est les modifications que je fais à gauche se font en temps réel à droite. L'élève peut vraiment voir l'impact de ce qu'il modifie dans le code quand il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, l'aperçu va bugger, ne fonctionnera pas. Puis il va lui dire, il y a une erreur dans ton code. Et si par exemple, j'avais fait par erreur, j'avais effacé le guillemet, il me dit qu'il y a une erreur ici. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose dans la ligne qui n'est pas terminée. Je vais comparer avec ici. Ah, il manque le guillemet, je vais l'ajouter. J'ajoute le guillemet, c'est corrigé, l'erreur est disparue. Fait que je vais vous laisser modifier le nom de chaque onglet. Ils sont tous là. On va aller modifier le nom de chaque onglet. Modifiez la façon, mettez le nom que vous voulez, ce n'est pas important. Vous pouvez juste traduire en français si vous voulez. Le but, c'est juste de modifier le nom des onglets. Moi, je vais aller modifier ça aussi. Histoire. Je fais exactement ce que j'ai fait avec les élèves cette semaine. Puis ils l'ont fait eux-mêmes aussi. Ils ont eu bien du plaisir. Il y en a qui disent « Ah, ça ne marche pas, j'abandonne. » On a travaillé la persévérance aussi. Donc, rapidement, j'ai modifié le nom de mes différents onglets. Fait que j'ai accueil, histoire, favori, fait amusant. Puis à droite, c'est tout modifié. Dans la même ligne de code, j'ai system image. C'est l'image en haut de mon nom d'onglet. Je pourrais le modifier. En ce moment, j'ai person. C'est une personne ici. Je vais essayer un mot au hasard. On va voir s'il y a une image qui sort. Je ne sais pas, moi, je vais mettre home. Il n'y a rien qui existe sous le nom home dans les ressources que l'application connaît. Bien, si je veux savoir qu'est-ce qui existe comme mot pour identifier des images comme ça ici, dans le plus en haut à droite, là, je vais vite, OK? C'est normal. Je vais vous laisser jouer avec plus tard à tête reposée. Quand j'appuie sur le plus, ça me montre tous les éléments de code que je pourrais ajouter dans mon application. Fait que toutes les différentes commandes. Ici, l'onglet, c'est d'autres choses. Je ne sais même pas c'est quoi, mais je pourrais tout ajouter ça dans mon code si je veux. Ça ne veut pas dire que parce que je l'ajoute grâce à ça, que ça va fonctionner. J'amène notre attention ici à l'étoile dans un cercle. Ça ici, c'est tous les différents éléments d'image que l'application connaît déjà, que Swift connaît déjà, que je peux ajouter. J'ai les noms des différents symboles en dessous. C'est ça qui m'intéresse, moi. Okay? Je pourrais appuyer dessus et l'ajouter. Mais ça va faire une erreur. Parce que ça ne rentre pas de la bonne façon. Moi, ce qui va m'intéresser, là, je vais effacer ça parce que là, j'ai créé n'importe quoi. Est-ce qu'on a un bouton de retour en arrière? Non, pas dans ce playground-là. Normalement, oui, mais non, pas ici. Par contre, ce que je pourrais, je ne sais pas si c'est activé, mais je pourrais, mon iPad ne l'a pas, mais il y a la fonction que quand tu le brasses, il demande d'annuler ce que tu as écrit. On pourrait activer cette fonction-là. Fait que chaque fois, l'élève qui fait une erreur, il pourrait le brasser, puis ça dit effacer ce que tu as fait. Mais non, c'est un problème. Ben, c'est pas un problème, ça n'existe pas pour ça, malheureusement. Là, ici, image, je vais remettre, c'était quoi? Person qu'il avait mis. Le person fonctionne, mais moi, je veux une image de maison. Donc, on va voir si ça existe. Dans la recherche, je vais écrire home. Qu'est-ce qui me sort pour home? Il me sort des trucs d'Apple. Si j'écris house. Bon, pour house, il y en a différents qui existent. Je pourrais mettre la maison vide, la maison remplie. Je vais mettre une maison remplie. Fait que je vais écrire le code house.fill à la place de person. House.fill. Et là, ça a changé l'icône pour la maison remplie. Si j'avais mis comme ça ne fonctionne pas. Même si c'est les bons mots, ce n'est pas exactement pareil.
c'est pas exactement la même façon de l'écrire. J'ai mis une majuscule à une place où il n'y avait pas rapport d'avoir une majuscule. Fait que je vais la corriger par house en minuscule. Et là, ça fonctionne. C'est important d'être précis dans l'écriture de ces mots. Je pourrais modifier pour chacune là, ce que je veux. Favori, une étoile. Je vais essayer heart si ça existe. Ça existe. Fait que j'ai un cœur qui est apparu à la place. Fait que ça, c'est le tiroir vue d'accueil. Fait que je pourrais modifier ce que je veux dans cette vue-là. Puis l'application nous a guidé en guillemets. Là. Il ne nous tient pas vraiment par la main, mais il nous amène un peu à découvrir les différentes parties du code qu'on peut modifier. Puis là, au début, c'était chose très stressée parce que j'avais peur de faire une erreur, puis que le code ne marche plus, puis je ne savais plus comment le réparer parce que je n'ai pas l'option retour en arrière comme Janine t'a mentionné. Je n'avais pas l'option retour en arrière, puis là, j'étais stressé que si je faisais une erreur que je faisais, ben, je regardais autour, j'essayais de me rappeler ce que j'avais fait comme code, puis j'essayais d'effacer ce que j'avais modifié. En haut à droite, j'ai le bouton pour l'aperçu de l'application. À côté de ça, j'ai des livres. Bien, ça, c'est les instructions qui nous amènent étape par étape là, dans la modification de ce playground-là qui est à propos de moi. On a fait le premier. En tout cas, si on se range jusqu'au bout des instructions, il met un crochet. On va aller au deuxième, vos données. Fait que si on appuie sur les livres en haut à droite, on va ici dans vos données, on peut appuyer dessus. Ça nous ouvre les instructions de vos données. Ça nous donne une nouvelle vue de l'application. Ça me donne des nouvelles instructions ici. Et ça a ouvert un onglet dans Swift Playgrounds. Fait que là, j'ai ouvert le tiroir Data. Là, ce qu'il nous explique ici, c'est que le tiroir ou l'onglet Data, c'est toute l'information que tu vas mettre disponible dans ton application. Tout le texte qui va afficher sur différentes pages, il est là. On pourrait le lire. Il nous explique qu'on pourrait modifier différentes propriétés de l'application. Je ne me sens pas à l'aise de modifier ça. Moi, je saute ces applications-là. Ce qui m'intéresse, c'est ici, là, la partie information, le texte de mon application. Fait que ici, j'ai la chaîne non. Fait que my name, je pourrais le modifier pour autre chose. Donc, on va le modifier. My name, là, ici dans la ligne let information info, name, my name. Si je modifie ça pour mon nom, ça va le changer en direct. Ça prend toujours un petit moment. Puis l'iPad plus vieux, c'est un peu plus long. Là. Il est en train de gérer ça. Il est en train de relire le code et voir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Mais mon nom devrait apparaître en bas ici quand il a terminé de gérer ce que j'ai modifié comme code. Moment de suspense, savoir si ça ne fonctionne pas. Ça devrait. Je n'ai pas modifié grand-chose. Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il n'est pas modifié? Il n'y a pas de bug pourtant. On va le réécrire. Ça m'arrive tout le temps, ça, quand on a une formation, ça ne fonctionne pas comme que je veux. Ah, bon, ça a marché. C'était juste un bug, il prend quelque chose de trop à faire, puis ça n'a pas marché, là, mais là, ça a apparu, mon nom est là. Fait que si on modifie cette ligne-là, je peux mettre mon nom. Fait que les élèves, avec eux, quand on fait ce playground-là, ben, ils peuvent mettre leur nom pour créer leur application à propos de eux, puis là, leur nom apparaîtrait là. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine avec des élèves, ils ont mis leur nom, puis là, il y avait bien du plaisir. Je pourrais modifier l'image. L'image sur la page d'accueil, c'est ça ici, ça n'a pas rapport, c'est pas moi. Ben, l'image, elle s'appelle placeholder. Lui, tu as cherché l'image placeholder, c'est ça qui a apparu ici. Ben, pour mettre une image, puis là, on va le faire. Il faut que je dise à l'application c'est quoi l'autre image que je veux. Si je vais en haut à gauche ici, à côté du X, je peux ouvrir comme la vue des tiroirs entre le X et le play. Quand j'appuie dessus, ça ouvre ma vue des tiroirs. J'ai tous mes tiroirs d'application ici pour les différentes informations que j'ai. J'ai mes ressources. Ben, placeholder il est là. C'est ça l'image en ce moment qui est là. Dans mon code, je suis en train de dire va chercher l'image placeholder pour la mettre sur la page d'accueil. Ben, moi, je veux mettre une image de moi. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, là, je vais me prendre en photo ou j'ai peut-être une photo de moi déjà sur mon iPad. Je vais l'ajouter. Quand je clique ici sur la petite feuille avec le plus en haut de tous les tiroirs, ça me donne le choix de choses que je peux ajouter. Je vais ajouter une photo. J'appuie sur photo. Je vais choisir une photo de moi. J'aime celle-là.
Là, je l'ai ajouté dans mes ressources. Donc là, ma photo fait partie des ressources de l'application Etsy. Elle s'appelle ressources d'images. Je vais me simplifier la vie, je vais la renommer. Ça a-tu fonctionné? Excuse, c'est juste que je suis pas très habile avec l'iPad. Comment tu as fait pour te rendre aux photos? Parce que je vois des boutons qu'on peut rajouter. Là, quand je suis dans la vue de l'application, tu sais, je repars d'ici, j'ai l'aperçu de l'application. Non, ça va. Je suis capable de peser sur le plus, mais je suis dans le bon tiroir. Mais je veux dire, quand ça ouvre, là, prends-tu le plus complètement à droite en haut? Ouais. Non, je prends ça là, ici, la feuille avec un petit beau. plus. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Puis là, j'ai photo. Puis là, je choisis ma photo que je veux. Je vais mettre la classe d'hier. Là, en ce moment, j'ai rajouté une ressource. J'ai ajouté la photo de moi, j'ai ajouté la photo de la classe. Mais ça va devenir compliqué vite. Là. Je vais me simplifier la vie. Je vais renommer le fichier parce que je vous rappelle que pour mettre la photo dans mon application, il faut que je dise quel fichier aller chercher. Ressources d'image, j'ai beaucoup de chances de faire des erreurs. Fait que je vais appuyer mon doigt dessus longtemps. Ça va m'ouvrir un menu pour renommer. Puis je renomme mon image, peu importe. Là. Je vais la renommer photo de moi. Puis là, ma photo maintenant s'appelle photo de moi. Fait qu'à chaque fois que dans mon application, je vais faire référence à photo de moi, Swift va savoir que c'est à ça que je fais référence, à cette photo-là spécifiquement. Fait que je vais laisser faire ça, là, ajouter la photo et la renommer. Une fois que c'est fait, là, pour me faire un pouce, quelque chose, je vais pouvoir continuer où je suis rendu. Parfait. Fait que là, j'ai tous mes tiroirs ouverts en haut. Je vais retourner à Data, à l'onglet Data. Puis je vais rouvrir mon aperçu d'application en appuyant sur le dernier bouton à droite. Ça se peut, en passant, si vous avez un iPad, là, genre les gros iPad Pro avec les gros écrans genre de 12 pouces, il est capable d'avoir l'aperçu et le tiroir ouvert en même temps. Mon ancien iPad me permettait de faire ça. Moi, dans mon cas, vu que c'est un iPad régulier maintenant, il va ouvrir ce qu'il est capable de gérer en même temps. Là, mon image était ici. C'était l'image placeholder qui est là. Je vais mettre le nom du fichier de ma photo en ce moment que j'ai mis. Il s'appelle photo de moi. Je vais l'écrire. Puis là, j'ai fait exprès, là, genre, s'il y en a qui ont suivi, si vous m'avez suivi depuis tantôt, vous savez que ça ne fonctionnera pas en ce moment. La photo n'apparaîtra pas parce qu'elle ne s'appelle pas exactement comme mon fichier s'appelle. Je vous rappelle, mon fichier. Il est sensible à la majuscule aussi. Oui. Fait qu'il y a un P majuscule, elle n'apparaîtra pas. Hier, avec les élèves, j'ai fait exprès de l'écrire pas comme il faut. Puis là, quand il a fini par gérer le fichier, ça a juste fait un aperçu blanc. Il y avait un bug. Il ne me dira pas qu'il y a un bug dans le code. Mais moi, je sais qu'il y a un bug parce que ce n'est pas la photo qui est apparue, il n'y a juste rien. Là, pour les besoins de ce soir, je vais l'écrire comme c'est censé être. Photo de moi avec le P majuscule. Là, il va travailler fort. La photo va finir par apparaître. Fait que je vous laisse faire ça. Un petit moment avant que ça apparaisse. Ça va finir par apparaître. Et puis là, ici, en dessous, là, c'est tous les autres éléments de mes autres onglets. Fait que Story, dans mon onglet Histoire, c'est le texte ici. Je pourrais le modifier, mettre des choses que j'aime avec les élèves dans l'activité. Là, moi, je leur ai demandé, avant de rentrer dans Swift, de m'écrire 3 choses qu'ils aiment. Fait que, nomme-moi 3 choses que tu aimes. Explique en 1 ou 2 phrases ce que c'est, puis pourquoi tu aimes ça. Ils ont travaillé sur l'iPad avant, ils ont écrit tout ça. Puis quand on était prêt à entrer les informations, ils étaient déjà là, ils pouvaient juste copier-coller, puis les informations apparaissaient dans leur application à propos de eux. Dans l'onglet Favoris, j'ai tout ce qui est Hobby, Foods, Favorite Colors. Je peux aller modifier les différentes images qui sont là pour le contenu, l'information qui est là. OK? Parce qu'il faut distinguer les titres des informations. Ça, c'est une information. Ça, c'est un titre, ça fait partie de la vue de cette page-là. Il faudrait que si je veux modifier Hobbies, Foods, puis Favorite Colors, les mots qui sont là, pas l'information, les titres, il faudrait que j'aille dans, ici, ma vue, Favorites, puis modifier le texte qui est là. Mais ça, là, je vous le dis rapidement ici, mais l'application,
les instructions vous amènent à les modifier graduellement là, si ça vous intéresse de les modifier. Là, je vais retourner à mon data, puis mon aperçu d'application. Ah, ma photo elle a apparu, il a fini de gérer ça, ma photo est là maintenant. Puis là, les élèves, souvent, ils capotaient à ce moment-là parce que là, oh mon Dieu, ma face est sur une application. Puis, ils avaient bien du plaisir, puis ils sont capables de le faire. J'étais en 6e année, puis ils étaient capables de le faire. Oui, Élise. Question, je regarde le code de la section Story là, dans le petit onglet Data. Oui. Puis je vois les barres obliques et les N. Puis là, je regarde dans l'aperçu de l'application. Est-ce que ça se peut que ce soit pour faire changer de ligne? Je pense que oui. C'est une bonne question. Même moi, je ne suis pas sûr ce que c'est, mais par déduction, quand je regarde l'image, oui, moi, je pense que c'est pour faire changer de ligne, ça. OK, parfait. Parce que le code, ça ne fonctionne pas comme du texte. Je ne peux pas sauter de ligne en changeant de ligne. Il faut que je dise de changer de ligne. Il faut que je dise à l'application tout quoi faire pour qu'il le fasse. Mais oui, en effet, selon moi, le barre oblique N, c'est pour changer de ligne. Je suis sûr que si on faisait une recherche sur Google, on checkerait Swift UI, barre oblique N, que ça veut dire, et nous le dirait. On aurait la réponse assez rapidement. Fait que je pourrais m'amuser, continuer à changer l'application sans arrêt comme ça, là, à l'infini. Mais là, ce soir, on a des limites de temps. Il reste 28 minutes en théorie jusqu'à 6 heures. Fait que je pourrais continuer longtemps à modifier mon application, changer les couleurs, faire n'importe quoi. Je continue même pendant les émoticônes viennent d'où? Les emojis, mettons, je vais changer la nourriture là, dans mes favoris. Je vais aller dans le texte. Puis ça, c'est les emojis du clavier emoji. Ah, bon. Justement, hier, j'ai demandé c'est quoi leur nouveau. Parce que là, dans le groupe où j'étais, l'aperçu ne fonctionnait pas sur leur iPad géré par l'école. On l'a fait en grand groupe. On a fait une application de groupe. Puis j'aurais demandé c'est quoi leur nourriture préférée. Puis là, ils me sortaient pizza, n'importe quoi. Fait que là, on avait mis une pizza. On avait remplacé le taco par, je pense, un sushi. Les sushis. Puis ceux-là, ils n'aimaient pas. On avait mis des frites pour de la poutine. Puis il est en train de me gérer l'aperçu. Puis là, quand il a fini, il me ramène l'application au départ. Puis ça va finir par apparaître. Là. Fait que je suis pas mal libre de mettre un peu pas mal ce que je veux dans l'application. Justement, il a fini. Puis là, bon. Pizza, sushi, puis frites ou poutine. Puis encore une fois, si je voulais continuer dans les livres ici en haut à droite, il y a toutes les autres explications de modifications de différentes choses là, qui nous accompagnent. Il ne nous prend pas par la main, il nous accompagne. Fait on peut faire des erreurs, ça peut bugger, ça peut faire n'importe quoi, mais c'est là. Ça, c'est un Playgrounds parmi tant d'autres disponibles sur le App Store. Sur l'App Store, sur Swift Playgrounds. Fait que là, je vais le fermer parce que je vais passer à d'autres choses, mais il enregistre automatiquement. Au fur et à mesure que j'ai fait, il enregistre les modifications dans mon iPad. Si on a des iPads un par élève, parfait, ils peuvent laisser ça de même et continuer à avancer. Si j'ai des flottes, iPad de ses limites, ce n'est pas des iPads personnalisés à chacun. Par contre, ce qui est le fun, puis ce que j'ai vu dans d'autres écoles, puis ce qu'Apple aussi propose, c'est que chaque playground, je pourrais les renommer. En appuyant mon doigt dessus, je peux le renommer à propos de moi, puis mettre mon nom. OK? Puis, je ne sais pas, moi, mettre mon groupe. Donc, je suis groupe 601. Fait que là, ce playground-là m'appartient. Il n'est pas protégé, par contre. Un autre élève mal intentionné pour aller le modifier quand il a l'iPad dans une autre classe. Fait que là, ça va être d'apprendre à bien gérer tout ça, puis, tu sais, espérer que ça n'arrive pas, mais ça pourrait arriver pour les iPads qui sont gérés par flotte. C'est une solution de comme contourner le problème que les iPads, il n'y a pas une session par personne sur l'iPad quand on a des flottes de tout ça. On va y revenir dans Swift tantôt. Je vais continuer, mais on va y revenir pour voir les autres. Là. Parce que là, on a commencé avec le plus complexe. Là. À propos de moi, puis les autres là, ici là, qu'on peut faire là, dans les galeries d'app, puis développe ton app, c'est les plus complexes. Là. C'est comme la dernière étape dans Swift Playgrounds, dans la complexité des produits qui sont proposés dedans. Pour vous montrer un peu, là, cette semaine, ça c'est lundi dans une classe, dans 2 classes en fait. En fait, c'est 2 classes de 6e qu'on a ouvert le mur, c'est une classe double, on a ouvert le mur, on était les 40 ensemble. Donc, on a passé 3 heures à avancer tranquillement dans Swift pour finalement arriver à la fin à propos de moi. Fait que ici, on les voit faire les puzzles dans Swift, qui est une étape un peu avant pour jouer avec le code. On a les élèves ici, puis ils étaient
très impliqués. Là. Ils voulaient réussir, puis ils travaillaient ensemble, ils collaboraient, il n'y a pas eu de chicane. Bon, à la fin de la journée, les élèves de 6e commençaient à être tannés un peu, puis ils commençaient à faire un peu n'importe quoi. Mais tout le monde était intéressé parce qu'il y avait du plaisir à le faire, puis ils travaillaient en équipe. Puis si quelqu'un ça ne fonctionnait pas pour un, ben l'autre disait « Ah, mais je peux t'aider, je l'ai fait tantôt, puis j'ai fait ci, ça, puis ça fonctionnait. » Puis même les 2 enseignantes qui, oui, font la robotique programmation, qui n'avaient jamais touché à Swift, ont eu du fun avec moi à le faire, à essayer de débugger avec les élèves, puis à voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le code. Ici, bon, justement, on était rendu dans à propos de moi. L'élève il avait réussi là, à mettre sa photo, changer son nom, puis on était rendu à modifier l'information là, dans l'application. Puis ici, c'est une étape juste avant, ça c'est mardi. Hier, l'élève est en train d'écrire sur son iPad justement les 3 choses qu'elle aime pour mettre cette information-là dans son application à propos d'elle éventuellement. Même chose ici, on le voit là, j'avais utilisé l'application Notes. Au lieu de sortir le crayon puis un papier, on a l'iPad dans les mains, donc on va l'utiliser pour écrire nos choses dedans. On utilise l'application Notes pour écrire les choses qu'il aimait. On aurait pu utiliser Keynote, on aurait pu utiliser Pages, peu importe. J'ai un élève qui m'a demandé « Je peux utiliser Pages à la place, j'aime mieux celle-là. » Ben oui, vas-y. Tant que tu écris les 3 choses que tu aimes dedans. Fait que ici j'en ai 2, justement, il est en train de collaborer parce que je pense que celle-là, cet élève-là avait plus de difficultés qu'elle. Elle était rendue plus loin. Puis elle regardait ce que l'autre faisait pour voir comment elle avait programmé son bonhomme pour faire les actions demandées. Ici, il était super concentré. Là, il travaillait sur justement écrire les 3 choses qu'il aimait. Super concentré sur le travail. En arrière aussi. Là, il travaillait fort, là, les élèves. Là, il était vraiment content. Puis on a passé 3 heures, puis ça a passé comme si c'était 20 minutes. Là. Ici, justement, c'est une vidéo d'un élève hier. Ici, dans le Playgrounds, que je vais vous montrer tantôt, c'est en dehors de à propos de moi. Oui, Elise, ça l'a levé? Oui, dans le fond, si je peux prendre juste un petit peu de temps, là, quand tu as parlé d'écrire ce qu'il aimait, puis qu'on pouvait utiliser n'importe quoi, moi, j'aime beaucoup faire écrire mes élèves dans la suite de Smart Notebook, là, le Lumio ou quelque chose comme ça. Là. Puis ce qui est le fun dans ça, c'est que tous les élèves peuvent voir les phrases à l'écran. Fait que quand on se questionne de comment on peut utiliser la programmation, puis la travailler en classe, puis atteindre nos objectifs pédagogiques, là, à la limite, il y aurait pu avoir une possibilité de faire une correction en groupe des phrases de tout le monde avant que les élèves les mettent dans leur code, par exemple. Définitivement. Puis là, c'est une bonne opportunité pour enseigner les stratégies d'autocorrection, l'analyse grammaticale, avec les stratégies de déplacement, remplacement, tout ça, j'oublie, j'enseigne en 3e année, mais toutes nos stratégies de manipulation syntaxique, c'est ça que je voulais dire. Exactement. En effet, c'est une bonne idée. Fait que ici, c'est un élève, on est rendu à faire une boucle, puis il ne comprenait pas. Lui, en fait, il avait triché. Okay? Le but, c'était de faire une boucle. Fait que le même bloc de code se répète 5 fois pour réussir le puzzle. Puis au début, il avait triché, il avait fait une boucle d'une fois, toutes les étapes à faire. J'ai dit non, là, tu as triché, puis l'application le suit tout de suite. Tu as réussi l'objectif, mais tu n'as pas fait ce qui est demandé. Tu n'as pas utilisé la fonction boucle. L'application ne lui a pas permis d'avancer dans les autres puzzles, mais c'est une petite vidéo. Là, je pense. J'ai-tu le son? Oui, j'ai le son. C'est un petit 20 secondes. Fait que là, 5e fois, ça va-tu marcher? Et voilà, fait que c'est ça que ça veut dire ici. C'est 1 à 5 fois, il répète tout ce bloc-là au complet. OK. Tu sais, pour donner une idée, l'ambiance autour, on était 20 élèves en train de travailler sur des iPads, puis c'était pas plus bruyant. Plus ça, c'est à la limite bruyant, puis il y a des élèves qui riaient parce que je ne sais pas trop ce qui se passait à côté de la classe. Mais c'était super calme, là. Puis c'est la même chose dans l'autre école avant. Bon, il y a des moments un peu plus dynamiques où les élèves étaient plus actifs, là, mais c'était relativement, les élèves étaient concentrés, ils étaient calmes, puis ils collaboraient ensemble, puis ils travaillaient bien à réaliser ce qui était demandé. Bon, comme j'ai dit tantôt, j'ai parlé de Apple Teacher, là, la plateforme à toutes les ressources. On en a déjà parlé pas mal, j'en ai parlé plus au début. Puis pour aller plus loin un peu encore, comme je disais tantôt, il y a toutes les ressources de la programmation pour tous. Fait il y a Swift, qui est le langage, qui se divise en 2 branches. Okay? Pour ce qui est primaire, secondaire, on a tout ce qu'on appelle la programmation pour tous.
Puis, fin secondaire, cégep, université, il y a Programmer avec Swift, qui est toute une autre suite d'outils de programmation. Mais là, on va plus loin, on va utiliser Xcode, qui est une application pour programmer avec le langage Swift qui est vraiment poussé, que les développeurs utilisent. Les développeurs utilisent Xcode. Maintenant, avec Playgrounds, on est capable de créer des applications. Puis la programmation pour tous, c'est les outils qui nous intéressent pour nous passer du primaire à secondaire. Tantôt, je vous ai parlé de tous les livres qui existent. Je vais vous montrer où aller les télécharger sur vos iPads. Mais il y a toute une suite de livres qui s'appelle la programmation pour tous. Les livres oranges, c'est pour les élèves. Les livres blancs sont pour les enseignants. Il y a un guide aussi qui existe pour jeunes élèves, maternelle à la 3e année. Moi, je dirais plus 2e. Puis après, la 3e et plus, là, moi, sans stress, je ferais puzzle puis aventure. C'est comme une suite logique. Puzzle, c'est le premier, puis aventure, c'est comme la suite de lui. Mais tu sais, juste ça, on en a pour couvrir l'école primaire au complet, voire début secondaire en termes d'activités déjà construites avec Swift Playgrounds. C'est bon à savoir, ça fonctionne sur iPad, mais aussi sur Mac. Swift Playgrounds est disponible sur Mac. Fait que si vous avez des MacBooks à l'école, c'est rare, mais ça arrive des fois qu'ils disent qu'ils ont des MacBooks. Ça fonctionne aussi, on peut les faire là aussi. Fait que si je continue, je vais... Oui, question? Oh! Non, c'est moi, salut. Ah, allô, vous avez fini. On est en train de finir, justement. Fait que c'est ça. Si vous avez un iPad ou un Mac, ça fonctionne. Fait que si je rouvre ça, je vais aller dans l'application, puis je vous invite à le faire en même temps que moi, dans l'application Books ou Livres. OK? Une partie des ressources de la programmation pour tous sont là. Tantôt, je vous ai amené dans Apple Teacher. Si vous êtes sûr de vouloir tout trouver les ressources de la programmation pour tous, passez par Apple Teacher. Apple a centralisé les données là. Il y en a une partie qui sont disponibles sur Apple Teacher, puis une partie qui sont disponibles sur Books. Mais Apple est en train de faire la transition pour pousser vraiment Apple Teacher Learning Center. Dans le livre, je vais rechercher la programmation pour tous. Là, il me donne tous les livres disponibles. Téléchargez-les, vous allez pouvoir les avoir sur votre iPad. Sachez qu'ils sont disponibles en anglais et en français. En anglais, c'est Everyone Can Code. En français, c'est la programmation pour tous. Fait que pour les télécharger, c'est tout gratuit. Il n'y a pas de stress. Il n'y aura pas de frais cachés de charger sur votre carte de crédit. Puis dans ma bibliothèque, je les ai. Ils sont rassemblés en piles. Ils sont là. Fait que, je vous ai dit, orange, c'est élèves. Blanc, c'est pour les profs. Pendant que vous les téléchargez de votre côté si vous les téléchargez. Puzzle, si je l'ouvre, mais c'est des livres interactifs, c'est des livres numériques, c'est des EPUB, des formats EPUB. C'est des livres gratuits, construits au complet par Apple Éducation, puis ils ont consulté des profs. Moi, je travaille avec les gens chez Apple, c'est des gens issus du monde de l'éducation qui travaillent là. La directrice à qui je fais affaire, c'était une enseignante, ancienne directrice d'école au Québec. Ça nous montre tout ce qu'on a besoin. Puis les applications qu'ils proposent dedans qu'on a besoin d'utiliser, si jamais on en a besoin, sont gratuites habituellement. Fait que ça propose, oui, les applications Apple, mais aussi des applications gratuites à télécharger. Fait que là, on peut y aller, puis à fur et à mesure, on avance. Il y a des activités de programmation sans programmation, avec les outils, sans outils. Donc, c'est une activité de cache-cache, justement, de cacher un objet, puis il faut qu'il donne les instructions à l'élève pour lui dire où aller chercher l'objet. Puis l'élève fait exactement ce que les autres lui disent de faire. Je l'ai fait avec les élèves cette semaine. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, bien, ça nous amène graduellement là, à avancer dans Playgrounds pour faire des activités. Puis si je ne me trompe pas, juste lui, il y en a pour comme 40 heures d'activité. Fait même un livre, on pourrait le diviser en plusieurs niveaux, mettons en 3 et 4, puis peu importe, là, on avance là, à notre rythme. Ça, c'est que pour le langage Swift. Il y a plein d'autres langages, mais moi, je parle de ça ce soir avec les outils Apple. Ben oui, si je ne me trompe pas, quasiment juste ça, c'est quasiment 40 heures. Puis l'autre aventure, c'est un autre 40 heures quasiment. Puis il y a les guides de profs, parce que les oranges, c'est les élèves qui pourraient l'ouvrir, puis dans les ateliers, ils pourraient les faire de manière autonome, les activités. Si je vous puzzle, le guide de l'enseignant, c'est le guide d'élèves, plus des informations plus pour les profs. Qu'est-ce que c'est sur Playgrounds, comment utiliser le livre. C'est ça, 40 à 45 heures de formation, juste ce livre-là. Ça nous explique comment fonctionnent les différentes parties
du livre. Les différents concepts, combien de périodes de 45-50 minutes ça prendrait à peu près. Les différents outils. Bref, ça nous parle d'accessibilité. Il y a des vidéos aussi dedans qu'on peut utiliser. C'est vraiment construit de A à Z. C'est vraiment un clé en main pour les profs. C'est vraiment bien construit. C'est un des rares outils que j'aime vraiment, que j'aurais donc voulu savoir que ça existait quand j'enseignais, quand j'étais en classe. Là. J'aurais donc voulu savoir que ça existait ça, parce que je l'aurais pris et j'aurais eu du plaisir avec mes élèves là, toute l'année à faire de la programmation avec Swift. Je vous invite aussi à les télécharger. Puis j'en profite de mentionner en même temps, ce n'est pas pantoute l'objectif de la formation ce soir, mais il y a toute une suite aussi pour la créativité. Fait que tout l'équivalent de créativité qui s'appelle la créativité pour tous. Donc, même chose, c'est photos, vidéos, dessins, musique. Justement, ce soir, Laurie, dans l'autre découverte, faisait tout ce qui était par rapport à la photo. C'est sûr qu'elle parlait de ces outils-là qui existent, là. Mais c'est bon à savoir, j'en profite pendant que vous êtes là. Si je reviens à Swift Playgrounds, dans tous les playgrounds qu'il y a de disponibles qu'on peut télécharger, quand je clique sur tout afficher, il y a ceux-là ici en bas, que je vous ai dit, c'est comme l'étape finale, c'est comme les plus difficiles qui existent. La suite logique pour moi, dans les différents playgrounds disponibles, en haut ici, il y a tous les playgrounds d'apprentissage du code. Okay? Il y en a 4. Moi, je commençais par apprendre à coder 1 avec les plus jeunes. J'avancerai avec apprendre à coder 2. C'est bon, peu importe les niveaux. Là, si tu n'as jamais fait de programmation avec Swift, moi, je commençais avec apprendre à coder 1, qui va vraiment graduellement en niveau de difficulté, puis il nous accompagne. Apprendre à coder 2. Puis après ça, premier pas avec le code, premier pas avec les apps, ça se complexifie un peu. Puis après ça, moi, je tomberai dans tout ce qui est ici. Pour vous montrer rapidement, on est à la fin de la formation du Kraken, mais mettons, apprendre à coder 1, c'est lourd comme fichier. Là, fait que quand on le télécharge à l'école, sur le Wi-Fi de l'école, c'est long à télécharger. Je l'ai fait, c'est long. Fait que moi, je le ferai télécharger en avance. Je vais partir du téléchargement, j'irai faire autre chose avec les élèves, j'y reviendrai. Mais une fois que c'est téléchargé, c'est là. Mais dans le fond, c'est des puzzles qu'on fait là, à fur et à mesure que l'application vraiment nous explique tout. Là, ici, on est vraiment tenu par la main. Là. Il nous explique tout, il nous dit quoi faire. Puis si on ne sait pas trop, il y a des indices en bas à droite qui nous dit quoi faire quand on a la misère. J'entre mon code en bas, puis quand je l'ai terminé, bien, je peux exécuter mon code, puis mon bonhomme va faire. Là, je ne pense pas que je l'avais fait, celle-là. Parce que mon bonhomme fait le code que j'ai montré. Fait que ça, c'est des puzzles, c'est plus ludique, amusant, mais ça reste que je manipule le langage Swift. C'est des mots anglais, c'est le langage Swift, c'est des mots qui ont été programmés pour faire ces actions-là, mais ça reste que c'est le vrai langage Swift que j'utilise là, pour faire... bon, tu vois, j'avais pas réussi ce puzzle-là encore. Fait que c'est ça pour Swift Playgrounds. Tout ça, c'est gratuit. C'est disponible pour les enfants, pour vous. Moi, j'ai du plaisir là, dans mes journées de travail, des fois. Dans mon travail, c'est d'apprendre ce que c'est ça. Bien, je vois sur mon dimanche, je fais du Swift Playgrounds pour faire autre chose. Ça fait partie de mon travail. Des fois, mon copain est là, puis qu'est-ce que tu fais? Mais je travaille. Je suis en train de faire du Swift Playgrounds, mais avec les élèves, on a du plaisir aussi. Puis ça fait partie exactement du programme parce qu'il y a le cadre de référence de la compétence numérique, je vous rappelle, qui existe. Ce n'est pas nécessairement que de la programmation, mais il y en a beaucoup là-dedans. Fait que je vous ramène au bootclap de tantôt. Je vais repartager mon écran. Ici. Donc, je vous ramène au bootclap et je vous demande, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a fait une initiation très, très rapide à Swift Playgrounds 4, à l'activité Fièrement Moi. On aurait pu passer des heures ensemble à faire ça, mais on a une limite de temps ce soir là, quand même. On a soit il faut aller souper ou on a autre chose à faire. Fait que moi, je vous demande, avec ce que vous avez vu ce soir, c'est quoi votre prochaine étape? Est-ce que c'est de faire un playground? Est-ce que c'est d'en parler à vos collègues? Est-ce que c'est de le laisser dans votre classe? Est-ce que c'est... Finalement, si c'est pas ça, ça ne vous intéresse pas, vous voulez faire autre chose, c'est correct aussi. Mais je vous demande, c'est quoi votre prochaine étape? Si jamais vous avez perdu le lien de connexion, il est ici en haut, là. bootclap.com/CC Swift. Jouer au Playgrounds, apprendre à code avec ma fille de 9 ans
Absolument. J'en ai 20, je vais en avoir 29, puis j'ai beaucoup de plaisir. Fait que je suis sûr qu'elle va avoir bien du fun à faire ça. Faire découvrir Swift à mes élèves du profil techno dès vendredi, expérimenter les premiers pas pour me faire familiariser, ensuite les tester en classe avec les élèves. D'ailleurs, cette semaine, dans mes animations en classe, là, mes élèves avaient joué 1 heure avec Apprendre à coder 1 juste pour se familiariser avec manipuler l'iPad puis un peu l'interface de Swift. Puis quand je suis arrivé lundi puis mardi, on a fait directement le premier pas avec le code, puis ça a bien été. Ils ont réussi. Ça vient vite difficile, mais c'était le fun. Puis justement, ils ont collaboré, ils ont résolu des problèmes, ils ont vraiment travaillé fort là, pour que ça fonctionne. Manipuler moi-même Swift pour mieux connaître, s'approprier l'application, se lancer. Absolument. Puis même, tu sais, je vois le mot maîtriser. Moi, je ne le maîtrise pas en tout. Avec les élèves, là, ça ne marchait pas. Tantôt, ça ne marchait pas avec vous. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça ne marche pas. C'est déstabilisant, OK? Mais moi, c'est ce qui a été gagnant dans mon enseignement, peu importe ce que j'enseignais, mais surtout quand j'ai manipulé la techno, c'est d'apprendre à bien vivre avec le fait que ça ne fonctionnera probablement pas. Puis c'est pas grave si on a l'air un peu fou devant les élèves.